Parler. En tout cas, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais le 21 juillet 1969, à 3h56 heure française, le commandant Neil Armstrong, accompagné de Buzz Aldrin, posa le module Eagle sur la surface de la Lune. Ils y resteront 21h30 et y poseront pour la première fois des pieds le terrien. Depuis ces belles années, on se demande pourquoi on ne retourne pas sur notre satellite le plus proche. Pour vous en dire toute la vérité, Jacques Collin. Bonsoir Jacques. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Vous êtes écrivain et conférencier. Vous avez écrit L'au-delà de l'eau, pour lequel on vous avait reçu, c'était il y a une dizaine de jours, de l'autre côté du miroir, aux éditions Guitry et Daniel. Et puis on va évoquer ce soir donc les mystères de la Lune. Quelle a été votre la genèse de votre intérêt? Elle vient. C'est quoi la naissance de cet intérêt pour la Lune? Écoutez, la genèse, c'est que, vous savez que j'ai déjà un certain âge. Ouais. Je ne vais pas vous le cacher, j'ai 80 ans. Donc, par conséquent, j'ai déjà vécu pas mal de choses. Ouais. Et alors, c'était précisément dans les années 70. Donc, j'étais un vigoureux personnage. Ouais. Je le suis toujours, d'ailleurs. Et il m'est arrivé une histoire incroyable. Alors que j'étais en vacances dans les pays du Massif central, près de la Chaise-Dieu, avec ma famille à l'époque, mes enfants, ma femme, et mes parents étaient venus nous voir avec des amis. Et un soir, c'était à Pâques 1976, j'en ai le souvenir très précis, mon père me dit, on va aller se promener, il fait beau, il y a les étoiles, tout ça, etc. Nous sommes sortis, mon père, moi et ce couple d'amis. Et nous cheminions sur un petit chemin qui était sur la crête d'une montagne. Je me suis mis à parler d'OVNI. Bon, pourquoi? Parce que même déjà à l'époque, j'avais connu Jean-Claude Bourré qui avait écrit des livres sur ses apparitions. Et il faut savoir que moi, je m'étais déjà intéressé à ça dans mon jeune temps, dans les années 50, où il y a eu une vague d'OVNI sur la planète qui a été absolument intense à l'époque. Et les journaux en parlaient librement, bien sûr avec plus ou moins de fantaisie, il faut le reconnaître, mais malgré tout, le fait était là. Et m'étant intéressé à tout cela, j'avais rencontré Jean-Claude Bourré. J'étais pas tout seul, mais on était plusieurs. On lui avait posé des questions et il avait expliqué qu'il avait eu accès aux archives de la gendarmerie et de l'armée pour recueillir tous les témoignages de l'époque. Et il y avait eu des phénomènes d'apparition, d'atterrissage, de rencontres d'une troisième type absolument fabuleuse, extraordinaire, qu'il a exposé dans ses livres. Donc, sur ce petit chemin, j'en parlais à mon père et à ses amis, qui ont rigolé, bien sûr, tourné ça en dérision, et m'ont dit, écoute, vraiment, tout ça, ce sont des hallucinations, des fantasmes, c'est des histoires, tu confonds ça avec la Lune, les rentrées de satellites dans l'atmosphère, etc. Alors, là, je me suis mis, je dis pas en colère, mais j'étais un peu agacé, mais j'ai dit, mais si, vous comprenez pas, etc. Il y a vraiment des phénomènes qu'on nous cache. Et à ce moment-là, paf, il y a un énorme truc sur la gauche, je me souviens très bien, dans un champ, au bout duquel il y avait d'abord la forêt, la lisière de la forêt, qui apparaît brutalement, un engin, on peut pas dire une chose, disons, parce que c'était pas vraiment matérialisé. Ça avait une forme de soucoupe, malgré tout. On voyait la forme, et ça avait à peu près 15 à 20 mètres de long, et à peu près haut de 5 ou 6 mètres. Et là, tout le monde le voit, hein? Et alors là, c'est ça, stupéfaction générale, tout le monde s'arrête, bien sûr, on peut pas faire autrement. Et la seule chose que j'ai entendue à ce moment-là, c'est, je sais plus si c'est mon père ou les amis, qui ont dit, mais est-ce que vous voyez ce que je vois? Donc la stupéfaction totale, la sidération, je dirais, parce qu'on était paralysés, on ne pouvait pas bouger, c'était même impensable. Et cette chose était, je dirais, plasmique, n'était pas encore matérialisée. Et se balancer, c'était très joli à voir parce que la lumière est intense, mais absolument pas éblouissante. Donc ensuite, on voyait qu'il y avait des espèces de lumières qui s'allumaient plus ou moins à gauche, à droite. C'était très joli, c'était un spectacle féerique. Mais en plus,
J'avais l'impression, et c'est ce que les gens m'ont dit après, qui ont assisté à ça, personne n'a eu peur au sens panique du mot. C'était une sorte de... on rentrait dans une autre réalité qui n'était plus la même. On était dans une bulle d'un temps qui n'était plus le même aussi. Et ça, j'en ai eu confirmation par la suite, et je vous expliquerai ça. Et alors, donc, ça a duré combien de temps? On n'en sait strictement rien. Ça a duré un certain temps, comme dirait l'autre, et cette chose s'est approchée de nous. C'est-à-dire qu'il était à peu près, je dirais, on l'avait estimé à peu près à 100 mètres de nous, il s'est rapproché à peu près peut-être à 50 mètres. Et on voyait que ça se balançait, venait vers nous, et que derrière tout ça, il y avait une intelligence extrême. Ah ouais. Ça, c'était la chose la plus extraordinaire. Ça, vous le sentez qu'il y a une intelligence? Ah oui, on le sent très nettement. Moi, je le sens très nettement. On l'a senti tous que c'était quelque chose qui nous regardait, qui nous observait. Donc, c'était pas par hasard. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que moi, à ce moment-là, justement, je parlais de ces choses-là, j'étais dans cette volonté de vouloir expliquer et convaincre, et que cette chose-là soit arrivée à mon secours à ce moment-là. Vous pensez que finalement, par télépathie, vous l'avez appelé? C'est peut-être ça qui s'est passé, parce que justement, on va en parler tout à l'heure, de la télépathie, puisque, n'est-ce pas, il y a beaucoup de gens qui fonctionnent de cette façon-là, et il faut bien comprendre que ces intelligences dont on ne connaît rien, absolument, et qu'on nous cache tout, ces intelligences de l'univers fonctionnent dans d'autres plans ou dans d'autres systèmes qui, effectivement, sont totalement télépathiques, vraisemblablement. Bien sûr. Donc, sur ce plan-là, on a eu cette conscience-là. Bon, alors effectivement, la chose en question, à un moment, s'est élevée un petit peu, etc. Et puis, un claquement sec, et est parti. Il y a une espèce dans une espèce de vitesse fulgurante, il y avait une trace qu'on a vue, mais tout a disparu. Donc, vous vous rendez compte un peu dans quel état se trouvaient les gens, et moi-même aussi d'ailleurs, devant quelque chose auquel ils ne voulaient absolument pas croire, et qui leur a été imposé. Donc, on est rentré à l'hôtel, à l'auberge, et dans un état d'excitation invraisemblable. Et on en a parlé à l'aubergiste qui était à son comptoir, là, et on lui dit, écoute, vraiment, c'est absolument incroyable, qu'est-ce que c'est que ce truc, est-ce qu'il y en a ici dans la région? Et le gars, il nous a dit à l'époque, en 1976, oh bah oui, si, c'est courant. Ah oui, d'accord, ok. Alors, il nous a dit que l'année précédente, les pensionnaires de l'auberge, en plein été, tous les soirs, allaient se poster à un endroit précis, et c'était pas loin de la ville d'Ambert, vous voyez. Et on était donc sur les hauteurs, à 1100 mètres, donc on voyait très bien la vallée de loin. Eh bien, ces gens-là voyaient 2 disques qui stationnaient le soir, comme ça, au-dessus de cette ville-là. Alors, Jacques, on va continuer à parler de tout cela, mais j'aimerais aussi rappeler à tous ceux qui débarquent pour la première fois ou qui débarquent à l'instant même dans l'émission que notre entretien ce soir ensemble, c'est sur les mystères de la Lune, sur votre confrontation avec ce phénomène. Pas mal de réactions déjà, bien sûr, Jacques, sur la page Facebook. On a quelques questions, on va vous les livrer au fur et à mesure. Est-ce que vous avez prévenu les gendarmes de votre observation ? Non, absolument pas. J'ai fait aucune déposition parce que je pensais que j'allais me ridiculiser. Est-ce que ça a changé quelque chose en vous, Jacques ? Ah oui, profondément. Profondément, là, j'ai compris qu'il se passait quelque chose qui nous était plus ou moins caché. Et petit à petit, j'ai fait mon enquête. Et c'est là, maintenant, je vais vous raconter la suite en ce qui concerne la Lune. Alors, je vous propose, vous savez quoi ? Puisque la Lune, c'est un astre qui nous fascine. Et en 1969, le 21 juillet, voilà ce qui s'est passé. We're now in the approach phase, everything looking good. Altitude 4200. Houston, you're go for landing, over. 40 feet down, 2.5. Picking up some dust. 30 feet, 2.5 down. Straight shadow. 4 forward, drift into the right level. Voilà, Buzz Aldrin et Neil Armstrong se posent à 3h56 heure française devant des millions et des millions de téléspectateurs à travers le monde. C'était quand même assez incroyable, ça. Je vais vous
dire que j'étais là dans mon salon en train de regarder ça à 3 heures du matin. Voilà, c'était quand même assez dingue. Alors, la Lune, quand vous la regardez aujourd'hui, vous vous dites quoi et vous comprenez pourquoi on ne va plus sur la Lune depuis 1969 ? Alors là, j'ai fait toute mon enquête à ce sujet-là. Et alors, il m'est arrivé, bien sûr, incroyable. D'abord, il faut savoir que cette Lune, personne ne la connaît vraiment au niveau géologique, parce que, si vous voulez, on l'étudie d'une façon un peu, je dirais, un peu en tranche. Ouais. Un biologiste vous dira quelque chose sur la Lune, mais il vous dira qu'il n'y a rien, qu'on cherche des bactéries, que c'est un astre mort. Un astrophysicien, il va s'intéresser à la Lune, mais il vous dira, bah oui, c'est la Lune, sa genèse, on connaît pas trop, les roches, ça n'a rien à voir avec ce qu'on trouve sur la planète Terre, etc. Enfin bref, tout ça fait qu'on a des morcellements de connaissances, mais absolument aucune synthèse. Et on s'aperçoit que cette Lune, effectivement, ce sont des questions qui ont été posées, mais auxquelles on n'a pas de réponse. Savoir qu'elle est à peu près 4 fois plus petite en volume que la Terre, mais que son poids représente que 1/80e. Ce qui veut dire qu'elle serait creuse. Alors évidemment, ça c'est une grosse théorie quand même. Ça c'est. D'ailleurs, il y a une question qui est arrivée c'est là-dessus. Oui, c'est Marc qui nous a signalé effectivement que dans la revue Spoutnik en juillet 70, on avait la théorie de la Lune creuse. Oui. Alors, c'est une hypothèse, bien sûr, mais compte tenu de sa masse, effectivement, il y a quelque chose qui colle pas. Entre son volume par rapport à la Terre, qui est et sa masse qui serait de 1/80e ou 1/81e, je sais plus, par rapport à cette Terre. Donc déjà, ça pose une question majeure auquel personne ne veut répondre, bien entendu, surtout la science officielle. Alors, voilà ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai eu un contact avec des personnes qui ont travaillé à la NASA. Et ça remonte dans les années 70. 75 exactement. Alors Jacques, on va être obligé de marquer une pause dans cet entretien. Puisque vous avez eu des contacts avec la NASA, on va pouvoir les évoquer dans quelques instants, ces contacts. Et avant, j'aimerais juste vous diffuser, vous savez, ce moment où on pose pour la première fois le pied sur la Lune. 6 and a half. 30 seconds. Forward. Contact light. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Voilà, avec cette femme. Small step for man. One giant leap for mankind. Cette fameuse phrase, un petit pied pour l'homme et un bond de géant pour l'humanité, c'est juste assez incroyable. Alors, Jacques Collin, les mystères de la Lune, dans un instant, revient bien sûr avec vous. Excellentes vacances pour ceux qui sont en vacances et qui peut-être nous écoutent à Arcachon sur 101, ou en tout cas à Lacano sur 99.1, bien sûr. On a depuis lundi 40 autres villes qui nous diffusent en dehors de Paris et de Toulouse. Alors excusez-moi parce que voilà, j'en profite pendant les coupures pour manger un petit peu sustenté. Il reste un petit morceau de patate. Il est 22h18. En tout cas, merci d'être avec nous. Nous sommes donc avec Jacques Collin pour les mystères de la Lune. Jacques, vous nous disiez juste avant la pause que après avoir eu cette observation en famille et avec des amis, ça a provoqué votre intérêt et vous avez poussé une investigation qui vous a permis en fait de rencontrer des gens de la NASA. Alors voilà, ça s'est passé donc effectivement dans les années après 76, 77 vraisemblablement. Je me rappelle plus de l'année exacte, mais de toute façon voilà ce qui s'est passé. M'intéressant à tout cela, j'ai eu connaissance qu'une personne qui était en contact avec la NASA, qui s'appelle Georges Léonard. Ouais. Ce monsieur a disparu maintenant, mais à l'époque, s'il était en contact avec énormément de gens à la NASA, notamment un certain Sam Whitcomb, qui est un pseudo d'ailleurs, parce que ce monsieur n'a jamais voulu se révéler sous sa véritable identité, a eu ce contact avec ce Georges Léonard. Monsieur Georges Léonard a donc écrit un livre qui a fait paraître malgré l'opposition des services publics américains. D'accord. Et ce livre, dès sa sortie, a été saisi. Donc, Georges Léonard affirme et démontre, d'ailleurs à travers toutes sortes de preuves,
et ça je vais vous les démontrer après, preuve à l'appui, et à partir de toutes ces photographies officielles de la NASA, cette incroyable réalité qui est que la Lune est habitée. Bon, alors évidemment, tout ça, ça a été mis sur le sceau du secret. Ouais. Les astronautes de la NASA, bon, je vous en parle, et notamment Aldrin et Armstrong, l'ont constaté de leurs propres yeux, mais ils ont respecté strictement la consigne du silence qu'on leur a demandé sous serment. Alors justement, puisque vous parlez de Buzz Aldrin et de Armstrong, il y a eu avant 1969 et le pied posé sur la Lune, d'autres missions, et notamment Apollo 8, où on commence pour la première fois à envisager une Lune habitée, en tout cas la présence d'êtres extraterrestres, puisque, écoutez, c'est Lovell qui est en train de piloter, c'est le 25 décembre 1968, il passe pour la première fois de l'autre côté, sur la face cachée de la Lune, avec son module. Et écoutez, ça va très vite, mais écoutez ce qu'il dit, c'est traduit, c'est Mathieu qui s'y colle. Reçu mission contrôle. Soyez informés que le Père Noël existe. Voilà, mission contrôle, soyez informés que le Père Noël existe bien. Et ben voilà. Voilà. Donc ça, c'est juste quelque chose qui a fait fantasmer, mais qui voudrait dire tout simplement que cet astre que l'on voit tous les soirs allumé serait peut-être habité. C'est-à-dire qu'il serait, mais il est même habité. Je crois qu'on en a maintenant la confirmation, et il y a plusieurs sources d'informations à ce sujet-là. Donc d'abord, ce Georges Léonard, il est venu à Paris, et j'ai été invité, donc effectivement, avec quelques amis, à venir visionner des diapositives qui ont été prises par les vols Apollo en général. Eh bien, il faut savoir qu'il y a eu deux systèmes de photos. Et ça, personne ne le sait, ou peu. Ouais. À savoir qu'il y a eu des systèmes de photos à haute résolution et des systèmes de photos à basse résolution. Ouais, fatalement. Pour le grand public et pour l'armée, peut-être, non ? Voilà, exactement. Ça. Car il faut savoir que tous ces vols Apollo n'étaient pas des vols civils, ça a été une stratégie militaire à l'origine. Et c'est pour ça qu'ils ont eu tant de crédit. D'accord. Deuxièmement, ces photos à haute résolution et en couleur montraient d'une façon mais absolument très nette des structures sur la Lune. Non seulement des structures, mais aussi des lumières. Des lumières qui n'étaient pas des reflets dus au soleil, etc. C'était très intense, car il faut bien comprendre que ces lumières n'ont rien à voir avec le jour que provoquait le soleil sur la Lune. Bien sûr. Donc, c'était saisissant. Mais ces structures, elles ressemblaient à quoi, Jacques ? Pardon ? Ces structures, elles ressemblaient à quoi ? Alors justement, c'est là où on voit, surtout sur la face cachée de la Lune, mais il y en a aussi sur la mer de Tranquillité, il y en a un peu partout. Il y a des structures qui paraissent être des ponts énormes, des tours qui feraient plusieurs kilomètres de hauteur, assez minces. Et ça, on a pu voir ça. Alors, qu'est-ce que nous a dit Georges Léonard ? Il nous a dit, voilà, ça, ce sont des choses qui ont été photographiées. Bon. Alors, personne n'y a été, ça a été survolé, point final. Mais par contre, lors de l'atterrissage, notamment de Buzz Aldrin et de Armstrong, eh bien, ils ont été observés. Observés par des engins qui étaient approximativement à 1 kilomètre. Bon, qui n'ont jamais été, bien sûr, présentés au public. Et c'est aussi là le père d'un de mes amis, qui était contrôleur dans la salle des contrôles à Houston au sujet des vols Apollo, qui nous a dit, effectivement, ils avaient aussi pour mission de dire le Père Noël existe ou le Père Noël n'existe pas. Ouais. Et quand vous dites qu'ils ont été surveillés, j'en veux pour preuve cette déclaration de Scott Carpenter, qui a participé donc au programme Mercury, qui a déclaré, écoutez bien, je cite, « À aucun moment, alors qu'ils étaient dans l'espace, les astronautes n'étaient seuls. Ils étaient surveillés en permanence par les ovnis. » Exactement. Exactement. Et ça, c'est ce qu'a dit Armstrong, d'ailleurs, puisqu'il est décédé maintenant, je pense, il n'y a pas très longtemps.
il n'avait plus rien à perdre pour le dire, et il l'a dit encore une fois peu avant sa mort. Donc tout ça, c'est un faisceau de preuves extraordinaire, et ces activités, donc Serge Léonard a donc sorti ce livre qui s'appelle « Il n'était pas seul sur la Lune ». Bon, alors c'est une véritable enquête policière qu'il a fait, en quelque sorte, et après avoir scruté des milliers de photographies de la NASA, qui depuis maintenant 40 ans sont fichées, classées, mais pratiquement, je dis pas ont disparu, mais vraisemblablement se détériorent, et c'est ça l'inquiétant. C'est qu'on risque de ne plus avoir de témoignages de tout ça dans quelques années. Et dites-moi, est-ce que ce monsieur a évoqué une vie semblable à la vie terrienne? Parce que quand on parle de tours, de ponts, on imagine qu'il y a un semblant de vie terrienne. Alors, il y a une vie certainement souterraine, mais alors, la grande surprise, contrairement à tout ce qu'on nous a dit, c'est qu'ils ont découvert qu'il y avait une légère atmosphère sur la Lune. Alors, on en a pour preuve deux choses. D'une part, ça a été observé de la Terre parce qu'on arrive à observer sur des planètes s'il y a une atmosphère ou pas, lorsque des étoiles passent derrière. Et qu'arrivé à une certaine limite, si vous voulez, il y a une diffraction, si je peux dire, due à l'atmosphère d'une planète. Et ben là, sur la Lune, il y a une chose comme ça qui se passe. Mais cette atmosphère n'aurait pas plus de 5 km de hauteur. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est que cette atmosphère? Alors, il y a eu, et là c'est encore très ambigu, lorsque ils ont planté le drapeau américain sur la Lune, eh bien, ce drapeau était censé ne pas bouger. Bien sûr. Or, un moment, il y a eu sur le film un coup de vent, simplement, et le drapeau s'est mis à flotter. Alors, on a raconté tout un tas d'histoires à ce sujet-là, à savoir que, effectivement, le programme Apollo, avant même qu'ils aient commencé le premier vol, eh bien, ils auraient tourné en studio. Oui, c'est ce qu'on a dit. Bon, mais c'est vrai. Je vais vous dire pourquoi. C'est vrai en partie, dans la mesure où Nixon, à l'époque président de la République, président des gouvernements des États-Unis, était paniqué à l'idée que la mission pouvait échouer. Et c'est avec Kissinger qu'ils ont imaginé de tourner dans des studios en Angleterre une partie de l'atterrissage. Bon, dont les images ont été plus ou moins mêlées à la vérité. Ça, c'est incroyable, cette histoire. Et alors, donc, dans ces images, effectivement, il y a des trucs qui ont été très mal tournés ou très mal représentés, puisque à un moment, au moment où on filme l'image, il y a un spot qui se décroche et qui fout mal. Bon, alors, tout de même, il y a des choses qui sont tellement grossières qu'on voit la différence, mais et c'est vrai qu'il y a eu cette histoire-là au départ. Mais malgré tout, il apparaît que de plus en plus, il y a une légère atmosphère sur cette Lune, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Comment l'expliquer alors qu'il y a une gravitation qui est 6 fois moindre et que normalement tout devrait se dissiper dans l'espace? Eh bien, on va tenter de l'expliquer jusqu'à 23h. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. Vous entendez ici ce qui n'a jamais été dit ailleurs, et c'est bien pour ça que si vous m'écoutez une fois, vous m'écouterez 1000 fois. Vous avez mis le doigt dans l'engrenage. En tout cas, ici, j'expose et vous disposez. Si on vous demande ce que vous écoutez le soir entre 21h et minuit, répondez. Est avec moi dans la partie 2 de cet entretien, Jacques. On aura une interview d'Edgar Mitchell qui a été le pilote du module Apollo 14. Donc vous verrez, c'est assez édifiant ce qu'il dit justement sur cette vie d'extraterrestre. Et à propos de conversation, eh bien, je vous propose cette conversation radio entre Houston et l'astronaute Pete Conrad au cours de la mission Apollo 12 en 1969. Il dit, écoutez bien, je cite, « Il y a un objet derrière nous, il tourne sur lui-même, il est toujours à la même distance, on dirait qu'il nous suit. » Là, on voit visiblement que dès qu'on s'approche quand même de la Lune, il y a une escorte. Absolument. Regardez, dernièrement, dans le laboratoire international là, qui tourne autour de la Terre, la station, eh bien, il y a eu des observations, puisque dernièrement, on a récupéré des astronautes, dont une femme d'ailleurs, qui sont arrivés sur la Terre, bien sûr, et il y a eu un interview,
Et à un moment, c'est la femme qui a dit, mais nous avons été observés. Ouais. Il y avait quelque chose. Et la femme était tellement émue qu'elle s'est évanouie derrière son micro. Alors, on a posté très souvent cette vidéo sur le fil de la discussion. Repostez-la d'ailleurs. Hein. C'est une astronaute américaine qui s'écroule 2 à 3 fois à chaque fois. Alors, c'est marrant parce que quand on voit cette vidéo, Jacques, on se dit, soit elle s'écroule d'émotion, soit elle a été presque... On lui interdit de parler. Et des deux côtés, que ce soit les extraterrestres qui pourraient éventuellement la manipuler ou tout simplement la NASA. Alors voilà. Donc le problème là de Serge Léonard, c'est que bon, effectivement, il avait vendu ses droits du livre qu'il a écrit, puisque ce livre s'appelle « Il n'était pas seul sur la Lune », à un éditeur français qui s'est empressé, bien sûr, de l'éditer avec les photos, mais les photos à basse résolution. Alors évidemment, on voit beaucoup moins les choses on peut toujours, si je peux dire, brouiller les pistes en disant non, c'est pas possible, c'est pas vrai, on distingue mal, bien sûr, à basse résolution. Mais le livre est sorti et j'ai pu en avoir un exemplaire alors qu'il a été saisi 3 jours après. Ah oui, d'accord. Donc vous voyez, il y a actuellement donc cette espèce de... Il y a une omerta. Une omerta absolue. Et tout ça, c'est organisé, je dirais, au niveau des gouvernements américains et des gouvernements planétaires en général. Parce que, bien sûr, l'impact psychologique qu'on rendrait d'une façon officielle l'existence d'intelligence extraterrestre ou d'intelligence de l'univers sur notre planète la plus proche, ce qui voudrait dire qu'il y en aurait partout, eh bien, il faut savoir que effectivement tout ça provoquerait une espèce de panique au niveau des croyances, au niveau des religions, au niveau de politique, au niveau... Oui, mais c'est assez dingue, Jacques, parce que hier soir, j'étais en train de... vous voyez, je lisais toutes ces déclarations d'astronautes à ma femme, et elle me dit, mais je vois pas pourquoi ça suscite une telle interrogation. Elle me dit, mais moi, ça me fait rien de savoir que sur une autre planète, il y a des gens qui habitent. C'est-à-dire que c'est quand même hallucinant que... Alors, elle me dit, peut-être parce que je suis pas croyante. Et effectivement, je pense que si on n'est pas croyant, on accepterait peut-être plus facilement cette vie extraterrestre. Je ne sais pas si c'est ça, vous voyez. Je pense que l'univers est une chose tellement immense, tellement incroyable, tellement infinie. Donc on fonctionne entre, je dirais, l'infini et l'éternité des choses. Et on est là coincé sur notre planète à se demander ce qu'on y fout. Bon. Alors évidemment, ça pose pas mal de questions existentielles et c'est normal que les gens se le posent. Mais savoir que, disons que les intelligences en question, elles ne sont pas simplement extraterrestres, et là on fera peut-être pas tout aujourd'hui, mais je peux vous apporter presque des preuves qu'elles sont plutôt extratemporelles. Ah, alors ça, ce sera peut-être l'objet d'une autre émission ensemble, Jacques. On va être dans un instant à nouveau ensemble pour continuer cette discussion. Il semblerait, d'après Neil Armstrong, que nous soyons interdits de séjour sur la Lune. Peut-être avez-vous votre vision sur cette interdiction. Et on aura donc avant 23h Edgar Mitchell en interview d'Edgar Mitchell, le pilote d'Apollo 14. Vous restez ici. Il se dit tous les soirs entre 21h et minuit ce que vous n'avez jamais entendu ailleurs, aussi librement et sans aucune censure. Steven Spielberg a imaginé Rencontre du troisième type. Grand plaisir, il est spécialiste. Jacques Collin, qui est avec moi. Vous avez écrit L'au-delà de l'eau, de l'autre côté du miroir, et on évoque les mystères de la Lune ce soir. Et avant d'y revenir, j'aimerais signaler que du côté de 23h, on aura une libre antenne. Donc si vous avez vécu des phénomènes étranges, inexpliqués, si vous avez vu un ovni par exemple, si vous avez vécu un rêve prémonitoire, si vous avez eu la sensation d'être observé par une entité, et surtout si vous n'avez pas eu l'occasion d'en parler, ou si vous n'osez pas en parler de peur d'être pris pour un fou, un illuminé, venez le faire ici. 3628, vous dites Bob, pas de jugement, pas de moquerie, ou alors vous avez contact@bob-toutelavérité.fr, c'est la nouvelle adresse mail. Je le disais, on parle de la Lune et de ses mystères jusqu'à 23h ce soir avec Jacques Collin. Jacques, on va évoquer dans quelques instants Buzz Aldrin, qui disait que finalement on aurait peut-être une interdiction, parce que c'est vrai que c'est assez bizarre que depuis 1969 on n'y retourne pas. Alors je soupçonne quand même les Chinois d'avoir une intention quand même. Donc, je pense que dans les années qui viennent, je pense qu'ils vont y retourner. Mais avant cela, puisqu'on était en train d'évoquer cette vie lunaire, je propose d'écouter Edgar Mitchell
astronaute, Apollo 14. Et il a été en interview sur une radio anglaise. Et à la question « Croyez-vous qu'il y a de la vie sur d'autres planètes ?», voilà ce qu'il répond. Oh oui, la question ne se pose plus. Il y a de la vie partout dans l'univers et on est loin d'être les seuls au sein de l'univers. Je le sais de source sûre. Bon, maintenant, est-ce qu'on a été capable d'identifier avec certitude où sont les autres planètes ? Non, et certainement pas dans notre système solaire. Mais ils ont identifié un bon nombre de planètes qui pourraient abriter la vie. Et j'ai eu le privilège d'être informé sur le fait que nous avons été visités sur notre planète et que le phénomène OVNI est bien réel. Il est étouffé par nos gouvernements depuis fort longtemps. Jacques, c'est quand même incroyable d'avoir un astronaute comme ça qui commence à parler. On s'aperçoit que dès qu'ils ont été à la retraite, dès qu'ils étaient... Pourtant, ils ont quand même un droit de réserve. Hein. Ils ont commencé quand même à parler parce que c'était peut-être plus fort que tout pour eux à supporter. Ah ben, bien sûr, c'était un secret très lourd à conserver. Et même, ils ne devaient même pas en parler à leur propre famille. Ils étaient surveillés. Et si ça se savait, ils risquaient des peines extraordinaires ou des répressions inimaginables. Alors Et là, vous voyez, il se passe encore quelque chose là actuellement, puisque c'est tout récent, puisque ça s'est passé dans un congrès en Amérique du 29 avril au 3 mai dernier, donc c'est tout à fait récent. Et c'est une divulgation qui a été faite. Et vous avez on a fait une émission on a fait une émission, Jacques, dessus, sur le Disclosure Project, en fait, quand ils sont allés au congrès et que tout le monde a parlé un petit peu. Parce qu'ils le font assez souvent, ça, d'ailleurs. Donc, déjà, vous voyez, les choses commencent à bouger. Mais vous savez, l'épaisseur, je dirais, de l'inertie du mental humain est telle que ça bouge pas partout comme ça, bien sûr. Vous pouvez pas parler comme ça à n'importe qui dans la rue. Alors justement, on va revenir à Edgar Mitchell. Il explique que des personnes très sérieuses savent bien plus de choses que ne sait la population. Écoutez. Certains d'entre nous ont eu la chance d'avoir été mis au courant. Pour ma part, j'ai grandi à Roswell, au Nouveau-Mexique, et je suis bien renseigné sur l'affaire. Mais j'ai aussi été convié dans les cercles militaires, les cercles d'intelligence, qui savent bien plus que ce qui a été montré au public. Donc oui, nous avons été visités. Alors ça c'est dingue parce qu'il dit qu'on a été visité, donc c'est vrai que toutes les observations d'OVNI appuient le témoignage d'Edgar Mitchell, mais surtout quand on dit visiter, on imagine qu'il y a des entités. Et alors il y a la question qui brûle les lèvres, c'est celle-ci. Que pensez-vous des intentions des extraterrestres ? Sont-elles hostiles ou pacifiques ? Non, rien d'hostile. Il est évident que si leurs intentions étaient hostiles, nous ne serions plus là aujourd'hui. Alors, Jacques, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que, comme Edgar Mitchell, vous êtes d'accord avec lui ? Il dit non, rien d'hostile, il est évident que c'est... Non, je pense pas qu'il soit hostile au sens humain du mot, si je peux dire. C'est-à-dire des violences, opérer des destructions, etc. Mais je pense qu'il y a quelque part, je dis pas une manipulation, mais des influences qui peuvent se faire par télépathie. Et là, on en a je dis pas une preuve, mais vous savez qu'il y a un autre personnage et qui était très au courant de tout ça, et qui vient de mourir d'ailleurs il y a peu de temps, qui s'appelle Ingo Swann, qui a écrit un livre qui s'appelle Pénétration, et qui raconte exactement dans cette histoire comment lui, il a été convoqué, je dirais, par des organisations des services de renseignement de la défense américaine. Et il a été entraîné pour le projet d'ailleurs Stargate des équipes militaires à voir à distance. Le remote viewing, ce qu'on appelle. Voilà. Alors au début, il a fait des voyances à distance des installations soviétiques et des organisations terroristes. Mais en 75, il a été, je m'excuse, j'ai un chat dans la gorge. Il a été contacté par une organisation, disons ultra clandestine, qui lui a demandé de faire des visions à distance sur des coordonnées précises sur la Lune. Et il y a vu, bien sûr, des structures artificielles. Donc on lui a rien dit de spécial. Donc il a vu il a dessiné même des structures artificielles qu'il a du mal à expliquer, bien sûr, et qui sont manifestement pas humaines. Alors,
Ensuite, cette organisation a pu comparer que, effectivement, ils voyaient les choses à distance et que ce don psychique était extraordinaire dans la surveillance des extraterrestres. Mais il s'est passé une chose, et c'est là qu'il faut comprendre. C'est que, en définitive, il a eu l'impression que les extraterrestres recevaient les messages télépathiques qu'il envoyait pour découvrir les installations. Ah. Et il aurait été obligé d'arrêter. Alors c'est assez marrant parce que vous savez, on a eu ici quelqu'un qui fait de la visualisation à distance, ce que fait Hugo Schwann d'ailleurs, et lui aussi, semble-t-il, quand il a, puisque je lui avais demandé d'aller voir un petit peu ce qui se passait, de travailler sur la Lune, lui aussi a été obligé de demander une autorisation, c'est-à-dire que il a eu la sensation d'être télépathiquement en contact avec ces entités et qu'elles lui ont permis d'aller à certains endroits et pas à d'autres. Et c'était Michel Génovès d'ailleurs qu'on avait reçu ici, on avait fait la même chose pour la zone 50. Ça c'est très curieux parce que ça se recoupe parfaitement avec Hugo Schwann qui a dit à un moment j'ai été obligé d'arrêter parce que je sentais nettement que je ne devais pas aller voir par là. Exactement. Donc vous voyez, tout ça c'est très subtil. Ouais. Donc nous, notre intellect humain n'est pas encore au point de pouvoir intégrer tout ça et de comprendre ça. Ouais. C'est ça le problème actuellement, vous voyez, de pouvoir faire passer des messages comme ça. Mais je pense que ça vient, parce que on dépasse complètement, je dirais, la science-fiction, même là, vous voyez. Oui, puis regardez, nous on en parle assez souvent, et c'est vrai qu'on commence à avoir de plus en plus de médias qui prennent la chose au sérieux. Elle est très souvent soumise à jugement, à moquerie, à raillerie, mais quoi qu'il en soit, nous on le fait très sérieusement. Et on va revenir, Jacques, si vous le voulez bien, à Edgar Mitchell. Donc la question est la suivante, bien sûr. À quoi ressemblent ces extraterrestres? Voici sa réponse. Eh bien, vous avez vu certaines photos. D'après celles que je connais, certains d'entre eux en sont. Ces petits êtres qui nous paraissent étranges. Voilà. Donc ça c'est Edgar Mitchell, je rappelle, le pilote du module 14, Apollo 14, assez incroyable. Donc on va, vous pensez, arriver, Jacques, à une divulgation certaine qu'à un moment donné, tous les masques vont tomber? Oui, moi je pense parce que ça va aller relativement vite, je pense maintenant, parce que, si vous voulez, c'est toujours pareil, c'est une espèce de synergie qui se met en route au niveau de la conscience, si vous voulez. Et lorsqu'il y a un certain nombre de personnes qui commencent à avoir conscience ensemble, ça crée effectivement un phénomène en chaîne qui va déboucher sur la divulgation officielle. Mais elle ne peut se faire, bien sûr, qu'à travers des instances officielles. Ah oui. Bon, et actuellement, le Congrès américain est pressé, par tous ces gens-là, bien sûr, de admettre et de faire cette, communication officielle. Mais le jour où ça va être fait, effectivement, ça va faire un truc terrible. Parce que, évidemment, ça va en réaction en chaîne, tous les gouvernements vont en parler. Et là, effectivement, il va falloir revoir complètement notre jugement sur notre façon de vivre, de comprendre tous nos petits problèmes dérisoires, de querelles, de clochers, de guerres, de tout ça va paraître complètement ridicule face à cette immensité. Et quelles sont ces intelligences? D'où viennent-ils? Que veulent-ils? Et que font-ils? Personne ne le sait pour l'instant. Vous comprenez pourquoi vous êtes chaque jour de plus en plus nombreux à me choisir et c'est pour ça que si vous m'écoutez une fois, vous m'écouterez 1000 fois. Il se passe ici tous les soirs ce qu'il ne se passe jamais ailleurs aussi librement. 21h minuit sur Ado. Vous ne verrez plus la Lune. Jacques, on était en train d'évoquer il y a quelques instants, l'interdiction de séjour. C'est Neil Armstrong qui disait que visiblement nous sommes interdits de séjour sur la Lune. Je crois absolument. Je pense que, si vous voulez, vu de l'extérieur, la planète Terre est très belle quand on la voit au niveau des couleurs et tout ça. Mais il se trouve que les habitants ne fonctionnent pas du tout comme le restant de l'univers. À savoir que on n'entre pas dans l'ordre et les lois de cet univers. Et je pense que c'est ça le gros problème. Et là que ça doit être vu par ces intelligences comme, disons, des gens nuisibles. Et à première vue, il faut savoir une chose tout de même, et ça c'est tout à fait expliqué et prouvé, savoir que ces intelligences sont intervenues à une époque
qui remonte au moment de la tension qu'il y a eu entre l'URSS et les Américains au moment de l'affaire de Cuba. Voilà, et lors de les missiles de Cuba et lors de la guerre froide. Il faut savoir que toutes les fusées atomiques ont été désactivées. Ouais, c'est ça. Bon, ça, tout le monde le sait, plus ou moins. Bon, on pense que c'est du baratin, mais absolument pas. Et c'est confirmé maintenant. Il y a eu des confidences qui ont été faites par des gens qui étaient précisément dans le système et qui ont dit, effectivement, on n'a pas compris, malgré toutes les précautions qu'on prenait pour protéger nos systèmes, que tout a été désactivé et ça s'est fait vraisemblablement, et on le sait maintenant, aussi en URSS. Vous savez, j'étais avec Jean-Gabriel Grélé pour l'adaptation télé de cette émission, et lors de notre discussion, lui aussi est convaincu que la Lune est habitée, et il disait, dans son bouquin 1942-1954, La genèse d'un secret d'État, il évoque une rencontre probable entre Eisenhower et ses extraterrestres, justement lors de cette guerre froide, et il semblerait qu'il les a un peu balayés de la main en disant « Ne me dites pas ce que je dois faire ». Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, c'est ça. Et alors justement, la question principale était pourquoi ces explosions atomiques ? Et maintenant, on commence à comprendre pourquoi ils n'en veulent pas. Ouais. Parce que c'est pas parce qu'ils ont peur que la planète disparaisse. Bon, peut-être ça aussi d'ailleurs, mais c'est pas simplement pour ça. C'est que ça provoque des distorsions dans les couloirs du temps. Alors ça, je peux pas vous expliquer ça aujourd'hui, mais il y a des choses c'est pour ça qu'ils sont intervenus, ça les dérange tout simplement. Hein? Donc il faut comprendre que notre fonctionnement physique n'est pas simplement dans nos dimensions physiques. Nous fonctionnons dans plusieurs dimensions. Et là, j'aurai peut-être l'occasion un jour de vous expliquer des choses qui sont extraordinaires à ce sujet-là et que l'humanité va découvrir progressivement. Mais actuellement, je crois que, vous voyez, le dernier, par exemple, dans le rapport scientifique qui a été fait par Apollo 17, il y a une citation qui est extraordinaire et que j'ai mis d'ailleurs dans mon dernier livre, qui est dit « Il n'y a rien de plus difficile à prendre en main, de plus périlleux à mener, ni de plus incertain dans son issue que la première place dans l'introduction d'un nouvel ordre de choses. » Eh ben, ça, c'est une citation de Machiavel. Bien sûr. Ça a été mis dans le rapport d'Apollo. Bien sûr, bien sûr. Donc, il faisait une espèce de testament, si je peux dire, puisque c'est le dernier vol. Mais vous savez, on imagine aussi, parce qu'on va parler demain du projet Bluebeam. Vous savez, c'est un projet incroyable qui tenterait à vouloir nous offrir le nouvel ordre mondial. On peut imaginer qu'aujourd'hui, les grands de ce monde essaient de faire qu'une seule religion, de façonner d'une seule facette la planète, pour justement peut-être dire maintenant, il va falloir que vous preniez conscience qu'il y a autre chose et qu'on ne peut plus vivre tel que l'on vit aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est sûr. Maintenant, c'est à double face ce genre de choses, puisque on veut lisser complètement, si je peux dire, toutes les particularités pour faire qu'un seul peuple au niveau mondial. Et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas là-dedans une manipulation pour mieux contrôler les choses ? Et donc c'est toujours un peu le recto verso des pièces, hein, c'est-à-dire qu'il y a toujours le revers de la médaille. Alors, pour continuer cette discussion sur cette Lune et sur ces extraterrestres, je suis tombé sur une déclaration du cosmonaute russe Greyko, qui a participé à plusieurs missions Soyouz et Salyut, et il a déclaré, écoutez bien, « Si j'étais libre de dire ce que j'ai vu dans l'espace, le monde en serait stupéfait. » C'est-à-dire qu'on s'aperçoit aujourd'hui, Jacques, que tous les astronautes, quelle que soit leur nationalité, ont été confrontés à ce phénomène OVNI, et on nous prend encore pour des gosses en disant mais on ne peut rien vous dire. On voit bien, regardez, en 2009, le GEPAN, si vous voulez, anglais. Le GEPAN anglais a été fermé, on vient de l'apprendre en 2013, et on s'aperçoit que plus on approche de la vérité, de la divulgation, visiblement, moins on veut nous le dire. En tout cas, on a la sensation que c'est le peuple, finalement, et les civils qui vont monter au créneau, qui vont faire découvrir la vérité. Je crois que c'est ça, c'est une espèce de conscience commune au niveau de l'humain qui va provoquer cette espèce de déclenchement, de réaction en chaîne, parce que les gouvernements vont ne pas pouvoir, si vous voulez, se dérober de cette façon-là indéfiniment. C'est plus possible. L'armée déjà fait des pressions, le fameux rapport Cometa en 2021. Et vous le savez très bien, il a été remis à Jacques Chirac. Bien sûr. Et Jacques Chirac, qu'est-ce qu'il a dit devant ces gens-là ? Il a dit, écoutez, messieurs, c'est bien gentil votre truc là, mais moi, vous voyez, le rapport, je le mets dans mon tiroir, ce sont les Américains qui s'en occupent.
Ah oui, d'accord. Donc on a filé en fait le bébé au requin, quoi, c'est ça. Voilà, exactement. Comme d'habitude. Voilà, tout est là et effectivement, actuellement, les pressions, vous voyez, puisque cette réunion qu'il y a eu dernièrement, là, effectivement, avec des politiciens et des gens même du Congrès, pour que effectivement on fasse enfin qu'on fasse enfin les lumières là-dessus de façon définitive. Hein. Ouais. Donc cette association là de Citizen Hearing on Disclosure qui s'est réunie, va encore le faire et va essayer par tous les moyens que cette information soit diffusée dans le monde entier, en toutes les langues. Alors vous savez, Edgar Mitchell, tout à l'heure, donc le pilote d'Apollo 14, disait ici même que les êtres ressemblent à ce que l'on en a vu, hein, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs sortes, et notamment... Voilà. Et mais est-ce qu'il y a une question qui est arrivée sur la page Facebook qui est très intéressante pour vous, Elliot? Oui, est-ce que ça pourrait être des êtres éthériques, donc ils pourraient déjà être présents sur Terre, en fait? Alors voilà, ça devient de plus en plus une question, puisque, comme je vous ai dit tout à l'heure, beaucoup d'ovnis ne sont pas simplement matériels. Ils se dématérialisent. Donc ça, on a pu le constater dans la mesure où effectivement, quand on passe au ralenti un ovni qui disparaît, eh bien en fait, on croit qu'il s'en va dans l'espace, mais c'est pas du tout ça. Il fait du surplace et il change de temps. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est une autre explication, bien sûr, qui fait que on rentre dans des choses beaucoup plus virtuelles et immatérielles. Donc il a bien sûr dans sa transition il a un aspect de moins en moins matériel en passant par l'aspect plasmique et disparaît totalement. Mais on a la sensation qu'ils ont la clé de la porte des étoiles, quoi. C'est Stargate, quoi, tout simplement. Totalement. Oui, mais c'est ça, certainement. Alors, est-ce que ce sont des entités qui fonctionnent dans d'autres temps? Est-ce que ce sont des entités qui sont totalement dématérialisées et qui fonctionnent, je dirais, d'une autre façon? Est-ce qu'on rejoint là des croyances religieuses? Oui, certainement. Il y a un tas de choses là-dedans, puisque je pense que tout ça a existé de tout temps. Par conséquent, les croyances religieuses se sont établies sur des choses comme ça. Mais de toute façon, regardez, Jacques, tous les textes sacrés font référence à ces extraterrestres, hein, parce que on voit des êtres, on dit que les boucliers de feu, on voit, il y a plein de choses qui voilà, les dieux. On peut imaginer que les dieux égyptiens sont tout simplement des extraterrestres qui apparaissaient aux êtres humains et on les voyait, les mecs n'avaient rien d'autre comme référence que de dire que c'était des dieux. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des fenêtres, si je peux dire, de temps où ils apparaissent plus que d'autres. Et je pense que les Sumériens étaient bien au courant de ça, et puisqu'ils appelaient ça les dieux d'en bas et les dieux d'en haut. Bien sûr. Il y a eu des combats entre, si je peux dire, la lumière et la ténèbre. Donc tout ça s'est expliqué d'une manière religieuse, bien sûr, et bien sûr les gens ont adoré ces gens-là, ils se sont prosternés, et tous ces rituels proviennent un peu de tout cela. Donc derrière tout ça, bien sûr, c'est une intelligence suprême. Où va-t-on là-dedans? Jusqu'où et vers où? Ça, alors la personne peut le dire. C'est quelque chose de gigantesque. Donc ce qui repose le problème principal de notre existence, nous-mêmes. Hein? Et que faisons-nous pour pouvoir survivre si toutefois nous survivons après la mort physique, tout du moins des choses. Là, il semble qu'il y a beaucoup de choses qui se posent et qui permettent peut-être de rassurer beaucoup de monde. Vous l'aurez compris, on a de jolis entretiens en perspective, bien sûr, ici même, tous les soirs, entre 21h et minuit. Il est 22h57, on va se quitter, Jacques Collin. Je rappelle que vous êtes écrivain et conférencier, et l'on vous doit L'au-delà de l'eau, de l'autre côté du miroir, aux éditions Guitre et Daniel. Et vous étiez venu ce soir pour nous parler des mystères de la Lune, pour votre propre expérience. Et je pense qu'on aura l'occasion, encore une fois, de se reparler, bien évidemment, et notamment peut-être sur ces espaces-temps. Donc, je rappelle à tout le monde que cet entretien sera réécoutable demain, demain, cela dit, à minuit et demi, aux alentours de minuit et demi, en podcast sur iTunes gratuitement, ou alors sur bob-toutelavérité.fr, mais aussi sur l'appli, l'appli mobile qui est téléchargeable sur iPhone et Android via l'App Store et Google Play. Actu, podcast, vidéo, programme, player, vous avez tout à votre disposition 24